Les amis, il est l'heure de commencer une bonne journée avec une 308 GTB, les amis. Et celle-ci a quelque chose de spécial. Allez, on embarque avec l'ami Samuel. Bonjour Samuel. Et merci de nous accueillir dans ta très belle Ferrari. C'est parti en avant à l'intérieur de cette 308. Absolument. Alors c'est pas une Peugeot hein. Non. Non, c'est pas une Peugeot. C'est pas une Lionne, c'est pas un lion mais un cheval. Absolument. Cheval cabré. Allez, c'est parti pour l'essai en voiture de cette très belle italienne. Les amis, c'est l'histoire d'une 308, et pas n'importe laquelle, c'est celle de Samuel. Enchanté. Alors, présente-nous un petit peu ton petit bijou. Alors, on est sur une 308 GTB, donc qui a été produite en 1976, donc c'est les toutes premières. On la connaît aussi sous le nom de Vetro Resina. Vetro Resina. Absolument. D'accord. Pourquoi? Pourquoi Parce qu'elle est en résine, elle est en polyester. Ah. C'est les fameuses de polyester. C'est une des 808 premières produites. Parce qu'après, il y a eu une série où ça a été de l'acier, je crois. En fait, quand ils ont sorti le modèle GTS, ouais. donc avec le toit qui s'enlève, ils sont repassés sur des coques acier parce que pour des questions de rigidité. D'accord. Et puis ensuite on est resté sur des modèles acier. Mais quand on est passé sur le modèle acier, les voitures ont pris 100 kg. C'est pour ça que les modèles en résine sont un petit peu plus recherchés. Donc plus rares. Plus rares. Et donc mieux cotés. Beaucoup mieux cotés. Parce que ce petit bijou vaut combien à peu près? On est sur une voiture qui va aller entre 150 et 200 000 euros. L'état, en fonction du kilométrage, en fonction de l'historique. On va résumer assez simplement. Le premier modèle, c'est la GTB. Ouais. Uniquement en 76 à 800 exemplaires. Uniquement en fibre de verre. Avec le moteur V8 3 litres, carburateur et carter sec. Parce que j'ai eu le droit en fait dans la voiture à un cours entre le carter sec et le carter humide, c'est ça? Pour faire simple, le carter sec c'est un système qui permet de ne pas déjauger, c'est-à-dire de ne pas se mettre dans une situation dans laquelle la pompe à huile ne serait plus alimentée et donc la lubrification du moteur non assurée. Donc en clair, tous les modèles sportifs, très sportifs qui ont vocation à faire de la piste ou du rallye ont un carter sec. D'accord. C'est le cas de cette 308. C'est le cas de celle-là, c'était le premier modèle, c'est un modèle qui a été mis au point par Niki Loda. Ah oui. En termes de mise au point, etc. Donc c'est un modèle qui est très agréable à conduire. Mais bref, pour revenir au sujet... pardon, parce qu'on... mais tu sais, on va s'égarer 3000 fois, hein. Je préfère vous prévenir les amis. Dans cette vidéo, entre la passion, Samuel et moi, qui va l'amener sur différents sujets, alors qu'il n'aura même pas fini de clore le premier sujet, on va être sur 3000 sujets. On va résumer simplement, premier modèle en fibre de verre. Ouais. Ensuite, deuxième modèle qui est sorti en GTS et GTB, avec les carburateurs, le même moteur, en carter sec et en carter humide. Il y avait les deux. Mais par la suite, ils ont sorti le modèle en injection. Le modèle en injection a perdu, il est passé de 255 à 210 chevaux, quelque chose comme ça. D'accord. Donc grosse perte de performance. Ah oui, tu perds énorme là. Ouais. 50 chevaux. Ouais. Et c'est aujourd'hui les modèles qui cotent le moins. Ah oui. C'est des modèles en injection. D'accord. Enfin, Ferrari, pour rattraper un petit peu le coup, avant de sortir la 328, Ferrari a sorti un moteur avec 4 soupapes par cylindre. Donc on est sur un 32 soupapes, c'est le fameux quattro valvolé. Et c'est le dernier modèle pour retrouver à peu près la puissance des carbos. D'accord, ok. Maintenant en termes de performance pure, de couple, etc., c'est les modèles à carbo qui sont les plus performants. Donc les puristes apprécieront ce modèle, ça a joué. Magnum, c'est la voiture de Magnum, donc le toit qui s'enlève. La GTS, c'est un super concept, parce que ça nous permet d'avoir un cabriolet et un coupé dans une même voiture. C'est vrai, sympa. Ça cote entre, on va dire, allez, un beau modèle à carburateur, c'est aux alentours de 90, 100 000 euros, en fonction de l'état de l'entretien, etc. D'accord. Un modèle en injection, ça peut descendre jusqu'à, on va dire qu'une GTSI, ça peut descendre jusqu'à 70. Ouais, c'est ce que j'ai vu un peu sur la cote d'occasion. En fonction ça a moins la cote qu'une GTB. Absolument. Je te lance sur le sujet. Je connais la réponse toi aussi, mais pour nos abonnés, peut-être que vous connaissez pas. GTB pour dire quoi en fait? Eh bien, bah, grand tourisme. Alors grand tourisme et le B, tu l'as dit tout à l'heure, et figure-toi que. Eh ben je ne m'en rappelle plus. Voilà, le B, attends, le B c'est pour. A few moments later. G grand, T tourisme, B Berlinetta, et 308. Alors 8 pour le nombre de cylindres et 3 pour la cylindrée. 3 litres V8. Après, Ferrari a sorti les 328, 348. Donc, bah, logiquement, hein, 328, 3 litres 2 V8. C'est ça. 348, 3 litres 4 V8.
Parfait. Limite, c'est la chose la plus simple qu'on puisse comprendre de la vidéo. Hein, pour l'instant, on est que sur des choses simples. Voilà, c'est ça. Parce qu'en définitive, c'est une voiture simple. C'est une voiture simple. C'est une voiture simple, c'est une voiture... Une voiture simple de tous les jours. Oh, alors, tous les jours, j'irai peut-être pas jusque là. Est-ce que c'est un daily ou pas? Non, c'est pas possible. Non. Ouais, après, ça dépend en fait de la philosophie de chacun. Ça dépend de la philosophie de chacun. Ça peut être un daily si vous êtes très joueur. C'est vrai. Si vous êtes très joueur et de bonne humeur, ça peut être un daily. Maintenant, non. Ça a plutôt vocation à être une bonne voiture plaisir. Ouais. Pas circuit, mais plus sur le week-end pour aller se balader. Ouais. C'est performant. Ouais. Alors les performances, bah, il est génial ce Samuel parce que il m'enlève les mots de la bouche. Les performances. Alors les performances, mon cher ami, c'est quoi? Alors on est sur un V8 qui sort 255 chevaux. Donc alors. V8 atmosphérique. Absolument. V8 atmosphérique. Carburateur double corps. Double corps, ok. Équivalent de 8 carbus. Ouais. 1 carbu par cylindre. Donc c'est une voiture qui est très performante, très coûteuse. En concurrence, on a qui directement? On a les premières Porsche 3 litres 2. Sinon, on a encore les anciennes, donc tout ce qui est 2 litres 7, 2 litres 4, tous ces modèles de Porsche là. Ok. Alors, contrairement à une Porsche, quand je dis que c'est facile, c'est que c'est une voiture qui est facile à conduire. Ouais. Mise au point par l'Oda, hein, donc voilà, c'est une voiture qui est hyper équilibrée. On est sur un moteur central. Ouais. C'est une voiture qui est facile à conduire. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de c'est très équilibré, ça freine droit. Il y a peu de survirage. Ouais. Il faut aller le chercher le survirage. D'accord. Voilà. Bon, on va se pousser parce qu'il y a un gentil camion qui va arriver et ce sera l'occasion d'entendre ce joli V8. Qu'est-ce qu'on disait, mon cher ami, avant qu'on se fasse déloger d'ici? Simple sortie d'échappement. Ça, c'est spécifique à ce modèle. Absolument. Les feux intégralement orange avec les feux de recul ici. Ah oui. À savoir que par la suite, les feux de recul ont été intégrés ici. Et on a eu un bordeaux complet. D'accord. Donc ça a été toute une remise en conformité quand on l'a acheté, cette voiture. Parce qu'on l'a acheté au fin fond de l'Italie. Ah donc c'est une pure italienne là. C'est une pure italienne. L'annonce est apparue à un prix hyper intéressant. Ouais. 24 heures plus tard, j'étais au fin fond de l'Italie avec... C'est dans quelle ville italienne juste pour la petite anecdote? Vérone. Ok. Pas dans le fin fond que ça, non. Mais ça reste le nord. Ça reste le nord. Mais voilà, donc j'ai pris ma voiture, j'ai foncé à Vérone. Ah ouais. C'était un rêve d'enfant quand même d'avoir une Ferrari. Et puis ce modèle-là, il est... J'avais la chance d'avoir déjà participé à l'acquisition d'une GTS. D'accord. Et là, c'était un peu, on va dire, l'accomplissement en étant sur le modèle ultime de 308. Ouais. La génération d'avant, c'était les Dinos. Absolument. Et là, on arrive sur les 308. Absolument. Donc là, on est sur pas un tournant d'histoire, mais presque. Absolument, si, on est sur un tournant de toute le style Ferrari qui est parti de qui était anciennement le style Dino, donc avec des courbes très élancées, etc. Et là, Pininfarina reprend la main. Enfin prend la main en tout cas sur le dessin de ce modèle et sort ce design de 308 qui sera en fait qui va perdurer chez Ferrari jusqu'à la 355. C'est ça. Donc on est vraiment sur le modèle berlinette avec les feux pop-up. Ouais, alors ça tu nous le feras voir parce que c'était ça. Ouais. C'était ça mon petit clin d'œil, c'était le phare pop-up. Ça c'est le truc qu'on en rêve quand on était gamin, c'était justement ces phares pop-up comme tu dis, ces phares qui se lèvent dans la carrosserie, qui sortent comme ça de la carrosserie. Alors petit détail, parce que Ferrari c'était aussi Fiat et Alfa Romeo, on a les mêmes clignotants sur une 8C que sur une Fiat 124. À quelque chose près. Économie d'échelle, même à cette époque-là, c'était drôle. Alors, petite particularité, moi j'ai longtemps cherché comment ouvrir la porte, en fait c'est juste là. Hop, bienvenue à bord du véhicule. Et Samuel nous accueille pour nous présenter un peu. Bah déjà, voilà, typique des Ferrari d'époque, c'est la grille en H, volant en alu, je pense, non? Ouais, c'est un volant en acier brossé, mais c'est ça, c'est un volant qui est très simple. C'est un design très simple, même tout ce qui est clé de vitesse. En fait, comme le disait assez bien Enzo Ferrari, vous achetez le moteur, le reste c'est offert. Et ça résume assez bien cet intérieur qui, en définitive, pour une voiture de sport et de luxe à l'époque, est quand même assez triste. C'est vrai que oui. Voilà, on compare ça à un intérieur de Jaguar.
Alors pas de Porsche parce que Porsche c'est peut-être pire. Mais c'est des intérieurs qui sont très tristes. Par contre, on a quand même des finitions. Non, c'est propre. C'est propre, tu vois. Alors, je pense que c'est du cuir, mais ou du simili. C'est drôle, mais c'est quand même. C'est du Sky. Malgré que ce soit une Ferrari, c'est du Sky. C'est du Sky. Alors, et même les sièges, non. Alors. Non. T'as un doute. Je vais pas dire de bêtises. Tu te prononces pas, mais après à l'époque ça se faisait beaucoup hein, le Sky quand même. Absolument, hein, donc, mais je suis pas sûr que ce soit du vrai cuir. Et on a un pavillon de toit aussi, alors peut-être en Sky ou en Sky blanc, ouais. Sky blanc. Absolument. Et on est vraiment sur des grilles plastiques très simples. Ouais. Alors là ils ont fait une petite recherche un petit peu sympa quand même, avec tout ce qui était interrupteur, etc. Donc alors ça c'est pas d'origine, ça a été rajouté. Ça c'est quoi ça? Alors il y avait un bouton pour des longues portées qui ont été retirés pour remettre la voiture en configuration d'origine. Donc il reste le bouton, mais ça va disparaître par la suite. Et ça c'est une commande manuelle pour le ventilateur de radiateur. D'accord. Donc ça je le laisse parce que c'est toujours intéressant de l'avoir sur nos voitures pour qu'on se trouve un peu dans un bouchon ou quoi, et que pour X ou Y raison ça permet de refroidir plus. Et puis si jamais le thermocontact ne déclenche pas. Ah oui d'accord. C'est bien d'avoir. C'est une sécurité. Ouais, c'est une sécurité. Ça permet manuellement de piloter le ventilateur. Ouais. Et puis sinon on a les boutons classiques et puis la petite plaquette pour tous ceux qui connaissent, la petite plaquette de la climatisation Borletti. D'accord. Il y avait déjà de la clim à cette époque-là. Absolument, c'était une option. Non, et en fait, même si c'était une option Ferrari, c'était pas intégré en direct. C'est-à-dire que Ferrari le montait certes directement sur la ligne. En revanche, toute la plaquette, etc. tout le circuit de clim, etc. est géré par Borletti. D'accord. Donc on a toute la petite plaquette, etc. Ok, bon merci pour l'anecdote. Voilà. Et puis après on a un poste radio des années 80 qui a été rajouté. J'allais dire il n'est pas d'origine. Non, il n'est pas d'origine. Celui-là il est un petit peu plus, il est un petit peu plus jeune. Je vais te dire, je te pose juste la question Samuel, est-ce que c'est un réel intérêt d'avoir aujourd'hui dans ce genre de caisse? Je me rappelle pas de l'avoir allumé. Non, le plaisir il est là, l'autoradio il est là, il est à l'arrière en fait. L'autoradio il est à l'arrière. On peut vous montrer l'autoradio. Et on peut même vous montrer l'autoradio d'origine du coup. Ah celui-là il est d'origine. Hein, de série. Il n'est pas en option. Il a 97 000 km. 97 000 km. Wow. Pendant que Samuel se fait les muscles. Ça va, c'est lourd un capot de 308 ou pas? Non, parce qu'il est en fibre donc il est pas super lourd. Ah bah oui. Elle fait combien d'ailleurs en poids? Parce que je vais peut-être dire une bêtise, mais en tête j'ai 1,50 tonne. Ah d'accord. Une tonne alors. Il faut savoir quand même que c'est la seule Ferrari de série en fibre. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a eu bien sûr des modèles de course, etc. Il y a la F40, elle n'était pas en fibre? Non. Ah bon? C'est la seule. D'accord. C'est la seule voiture de série en fibre. Alors je dis pas qu'il n'y a pas eu des éléments en fibre. Ah oui d'accord. Mais c'est la seule intégralement en fibre. C'est-à-dire que toute la caisse est en fibre. D'accord. Tout est en polyester. Super léger. Et donc l'esprit Berlinetta. L'esprit Berlinetta. Voilà. Okay. Alors par la suite, ils ont intégré des vérins sur les modèles suivants. D'accord. Celle-ci n'en a pas. Celle-ci n'en a pas. Celle-ci c'est encore une tringle. Et donc ensuite on retrouve un moteur qui est disposé en transversal. D'accord. Ouais. Donc dans ce sens-là, avec 4 cylindres ici et puis 4 de l'autre côté. L'admission d'air sur le dessus. Les carburateurs qu'on peut voir ici et ici. La même chose de l'autre côté. Donc c'est un V8 à 90 degrés. Absolument. Et puis on a tout le système. Voit un petit peu le V, donc du coup. Absolument. Hop. Et puis après on a tout le système de lubrification classique d'un carter sec, donc avec la bâche d'huile. Ah oui. Ici. Ah oui. Alors ça c'est intéressant. Voilà. Ça c'est intéressant. Donc on voit un petit peu tout le réseau d'huile qui passe, qui vient du dessous, qui passe par le radiateur d'huile. Qui passe par la bâche d'huile, enfin bref, avec le filtre à huile, enfin un petit peu tout le système classique quoi. D'accord. Et puis derrière on a tout ce qui est la partie allumage du véhicule. Moi j'aime bien c'est de voir un petit peu de voir les éléments du châssis. Là il y a le moteur qui est carrément, tu vois, qui est accroché au châssis. Absolument. C'est assez dingue. Les amortisseurs en plus, tout ça a été révisé, donc tout est plus ou moins neuf. Le véhicule a été intégralement révisé quand on l'a acquis. Là, tu as le numéro des cylindres, si je vois là un petit peu, c'est ça? 1, 3, 4, 2, donc c'est l'ordre d'allumage. Et puis on a les numéros ici, donc 1, 2, 3, 4, et puis de l'autre côté on a 5, 6, 7, 8. Super. Et alors ça en entretien, ça c'est... Voilà. Non, alors en entretien, très honnêtement, s'il y a une Ferrari à collectionner, c'est celle-là. Je vais donner un prix. Pourquoi en fait? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Parce que... alors... C'est la plus accessible? C'est en entretien, je pense que c'est une des plus accessibles en entretien. Pour donner un prix, être assez direct. La distribution et tout ce qui va autour, les joints, les réglages, etc. Globalement, chez un concessionnaire Ferrari, sans dire de nom,
c'est de l'ordre de 2500-3000 euros. Commence par un P, c'est ça? Ça commence par un P, ça finit par un I. Là c'était quoi? Là c'était la plaque d'huile recommandée. Ah ouais. Donc c'était de la Agip. Ça c'est quoi? C'est la courroie de distribution? C'est la courroie de distribution. C'est la courroie de distribution qu'on voit ici. Ah ouais, d'accord. On la voit nettement là, ouais. Absolument. Okay. D'ailleurs, quand tu fais tourner le moteur au ralenti, tu vois les arbres qui tournent. Ah ouais. Et tu vois bien la distribution qui est entrée. Ça va être sympa. Et ça c'est quoi du coup? C'est le filtre à air. Filtre à air. Filtre à air avec l'admission d'air qui est pris sur le côté droit. Ouais. C'est pour ça que le passager à droite a plus de chance parce que dans l'oreille il entend les carbus quand il a les fenêtres ouvertes. Ok, très bon ça. Donc j'ai de la chance d'être passager finalement. De la chance d'être en passager. Donc finalement, si je dois résumer, si vous achetez une 308, soyez plus, vous avez plus, que chauffeur. Voilà, c'est beau, comme une Rolls. Comme une Rolls. Non. C'est vrai que le plus grand plaisir, il se prend à son volant. Ouais, le plaisir, il est là. Si vous avez voilà un billet entre 75 et 200 000 euros. Vous pouvez vous acquérir hein, ce beau petit bijou. On disait que ça restait simple l'habitacle à l'intérieur, mais comparé à d'autres Ferrari de ces mêmes années, ça reste quand même assez luxueux. Ah oui, franchement. Mais tu vois qu'il y a quand même ridicule, je veux dire. Il y a un travail sur la ligne des portières qui rejoint le tableau de bord. Je pense que quand même pour l'époque, ça restait quand même correct et on était, il y avait un mix entre luxe et sportivité. Hein. Bien sûr. Alors là c'est quoi? Température d'huile. Température d'huile, la petite horloge. La petite horloge pour savoir si t'es à l'heure. Et donc si t'es pas à l'heure, ici t'accélères pour rattraper le temps perdu. Après on a tout ce qui est niveau d'essence, température d'eau, pression d'huile évidemment face à vous, le compteur de vitesse et le compte-tour tout simplement. Voilà. Et ça c'est classe. Et ça c'est pour les vitres. Qui fonctionnent tous les deux. Qui fonctionnent. Qui méritent d'être notés. Alors. Samuel, tu as quelque chose à nous faire voir. C'est intéressant. Absolument. Hop. Oh la classe! Ça c'est quelque chose qui tombe souvent en panne ou pas? Pas du tout. Non, vraiment pas du tout. Qu'est-ce qui tombe en panne sur cette Ferrari? Rien. Le chauffeur. Le chauffeur fatigué. Écoute, pas grand chose. Vraiment, j'ai jamais sur les plusieurs Ferrari 308 qu'on a. Donc c'est fiable hein, en fait. Chez nous. Vraiment, c'est des voitures, si elles sont démarrées régulièrement, entretenues comme il se doit, il n'y a vraiment aucun souci. Pour moi, s'il y a une Ferrari à collectionner, c'est celle-là. D'accord. Pour se lancer dans la collection de Ferrari, c'est celle-là. Ouais. Attaquer avec une 512 BB ou des choses comme ça, c'est autre chose. C'est autre chose, ouais. C'est un autre gap là. Les gens qui savent les entretenir, c'est pas la même chose. Ouais. Alors que là, on est sur une Ferrari qui voilà. Ouais, l'entretien reste plus accessible, plus simple sur ça. Ok. Voilà. Samuel, ce que je me propose, c'est de faire un tour. Ouais. Bien sûr, avec ces 308, voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre, sous le capot, un peu plutôt le capot arrière, et voir un petit peu la sonorité. Allez, c'est parti. Les grilles d'aération, Ferrari. Des éléments, les surpiqûres, là, le volant est neuf. Ah, le volant est neuf. Quand j'ai touché, j'ai dit waouh. Alors ouais, en fait, le véhicule a été remis en condition d'usine d'origine à 95%. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui ont été rajoutées, notamment une chose où je pense que c'était une erreur, c'est le rétro-passager. Parce qu'il n'y a pas de rétro-passager d'origine. On en a rajouté un et en fait on voit rien. C'était pour équilibrer les lignes de la voiture peut-être? Non, c'était pour un côté pratique. Ah oui, d'accord. C'était pour un côté pratique et en fait il ne sert à rien et il ne fait que un peu dénaturer la voiture. Ça et puis le bouton, ce bouton là, qui est le bouton de l'antenne pour sortir et rentrer l'antenne. Voilà, et puis là je vais la fermer. Ah ouais, sympa. Alors c'est un petit gadget. C'est un petit gadget. Qui fonctionne encore. Qui fonctionne, tout fonctionne. On peut justement un petit peu investir dans des autos de collection de ce niveau-là. Il faut prendre en compte le coût de rénovation. Absolument. Et parfois ça peut limite coûter plus cher que la valeur réelle de la voiture. C'est tout l'intérêt de faire une bonne expertise ou de s'appuyer sur les gens qui savent. Nous je sais qu'on a beaucoup de demandes de la part de gens qui sont dans des recherches de véhicules pour qu'on les accompagne sur cette phase d'achat. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup parce que effectivement une voiture de collection mal achetée, ça peut vite devenir un mauvais placement alors. Ouais, un mauvais placement, disons quelque chose qui coûte très cher. Alors sauf si tu le fais pour la passion, complètement. Sauf si tu le fais pour la passion. Tu n'as rien à faire du côté investissement et te dire. Mais même quand c'est pour la passion, c'est bien d'être accompagné et de pas faire d'erreur au départ. Voilà. Parce que ça peut vite chiffrer finalement. Absolument, absolument. Toi je vois qu'on a une petite ligne droite donc. Eh ben écoute, si tu veux qu'on se fasse un petit plaisir. Eh ben on va se faire un petit plaisir. Une petite accélération, je pars en première. Alors je pars en roulant pour pas abîmer l'embrayage et je mets le pied dedans.
Waouh, incroyable. Ouais, alors en définitive, on prend pas tout à fait 8000 tours, mais. Non, j'ai vu la barre de. Ouais, parce qu'en fait, l'aiguille, elle a tendance un petit peu à se balader. Mais en tout cas, ouais, on vient chercher les 7000 tours sans problème. Alors à chaud comme ça pose aucun souci. Hein. Et en performance, on est à combien? À 5 secondes pour arriver on est un peu plus, on est un peu plus. Ah ouais. On est un peu plus, mais bon, faut resituer dans le contexte, on est en 1976. 1976, est-ce qu'on a des voitures aussi performantes que ça? La voiture de tout le monde, c'est la 4L. Ouais, c'est clair. C'est important de se remettre dans le contexte des fois, c'est vrai. On se rend compte que les voitures de tous les jours étaient 30 chevaux. Quoi. Ouais, c'est ça. Les 2 chevaux, ça fait. Voilà. 2 chevaux, une 4L, c'est des voitures qui font 20-30 chevaux. Ouais. Donc là, on se retrouve sur une voiture qui en fait 10 fois plus. Alors, je te confirme. Ce que tu me disais tout à l'heure, j'ai mon oreille droite qui sonne beaucoup plus que l'oreille gauche. Ah ouais. Donc du coup, l'explication c'était que la prise d'air des carburateurs est dans la bouche d'air droite. D'accord. Ah ouais, je l'entends vraiment, je confirme. Alors ce qu'on disait il y a un instant, c'est en fait le regard des gens. Ouais, le regard des gens sur une Ferrari, c'est vrai que c'est particulier. C'est particulier. Alors majoritairement, faut quand même pas non plus voir les choses négativement. Majoritairement, les gens ont un regard de sympathie, admirent la belle mécanique, admirent l'objet d'art que c'est. Ça. Alors je suis assez étonné, c'est qu'elle reste quand même confortable. Ouais, tout à fait. Ça reste confortable. Alors c'est vrai que souvent sur ces voitures de collection, on a l'impression qu'elles sont confortables, et c'est le cas, mais il faut aussi se rappeler de l'état des routes dans les années 70 et 80. C'est ce qui justifie un amortissement beaucoup plus souple. D'accord. Mais malgré tout, c'est des voitures qui sont agréables. Bah, c'est vrai que moi je m'attendais voilà, par rapport à ces années-là à me dire bon bah on n'a pas de suspension pilotée, pneumatique ou quoi que ce soit. Et finalement, bah, elle s'en sort plutôt bien au niveau confort. Absolument. Encore une fois, après ça reste dans l'ère des GT. C'est dans l'ère des GT, mais il faut pas oublier que c'est une voiture qui a un vrai palmarès en course. Ouais. Parce qu'on avait les fameuses Ferrari 308, notamment celles conduites par Andrew, qui ont gagné plusieurs fois des championnats, des courses, et peut-être même le championnat de France, si je dis pas de bêtises, avec la fameuse 308 sponsorisée par Pioneer. D'accord. Donc c'était une vraie voiture performante, même si elle avait quelques modifications évidemment. Alors en conduite un peu plus vivante. Je m'accroche un peu. Ouais, non mais on va y aller tranquille. Hein. Parce qu'on est sur une boîte alors qui est assez directive, effectivement, faut la boxer un petit peu. Ouais, faut la boxer. Faut la boxer un petit peu, mais par contre elle est ultra précise. Ça permet aussi de, voilà, quand on est en conduite sportive, de tout de suite trouver son rapport. Alors c'est très pratique quand on a des gros freinages et qu'on fait des 4.2 ou des 5.2. Voilà. Ah ouais, tu peux faire un 5.2 alors. Sur un très gros freinage, alors bon, ça n'a aucune utilité de passer tous les rapports si. Voilà, bon là sur ce qu'on fait nous, non, il n'y a pas besoin. Maintenant, si tu fais vraiment quelque chose de beaucoup plus sportif et que tu arrives, je sais pas, en bout de ligne droite en 5 à 230 et que tu as un très gros frein, tu peux peut-être aller faire un 5.2. Ouais. D'accord. Bon, un 5.3 en tout cas, c'est pas choquant parce que la voiture freine quand même très bien pour l'époque. Donc ce qui est plaisant sur cette voiture, voilà, c'est de faire des beaux passages de vitesse, des beaux talons pointe, se faire plaisir avec cette grille en fait qui permet d'être super précise. Ouais. Donc on a un vrai plaisir à changer de vitesse en fait, tout simplement. En tout cas c'est un beau petit son particulier cette grille en H. C'est très sympa, on a une voiture qui motorise bien parce qu'on est sur un différentiel avec un glissement limité. D'accord. Donc alors je dis pas qu'elle peut partir en survirage, mais faut aller le chercher. Et là tu vois si... Ah ouais. Alors là t'as pas d'assistance, pas d'ABS. Il n'y a aucune assistance. J'ai senti mais alors elle est super légère.
Elle est super légère. Et puis alors les freins, on sent que tu es au mordant, tu es quasiment sur le blocage de roue, mais Exactement. C'est grisant comme sensation. En faisant un bon freinage dégressif, on arrive vraiment à avoir un freinage performant quand même pour une voiture de ces années-là. Ouais. On n'hésite pas, si on veut plus de frein moteur, à bien rétrograder un peu haut pour avoir plus de frein, quoi, tout simplement. Puis surtout pour rajouter du frein sur l'arrière. Maintenant, non, c'est une voiture qui est très, très équilibrée, très sympa. On sent la légèreté quand même de la voiture. Franchement. Voilà, on est dans un rond-point, c'est vrai que si on vient chercher la limite. Incroyable. Ça tient le pavé, c'est dingue. Et on n'était pas du tout au. Voilà, on n'a même pas. Là, on était à 130 dans le rond-point en face. Je veux dire, on n'a pas du tout entendu les pneus crisser. Non, justement, on cherchait à l'entendre, mais à aucun moment on l'a entendu. Parce que les limites sont plus loin. Et que voilà, c'est une super voiture. Alors je vais enchaîner avec le fameux talon pointe. Alors là, c'est pas forcément le bon moment pour montrer le talon pointe. Je peux le faire. Alors à quoi ça sert et est-ce que ça a une utilité encore de le faire aujourd'hui sur ce type de voiture? Oui. Pour moi, oui, pour deux raisons. Alors pour deux raisons. D'abord, une raison purement mécanique. Parce que de rehausser le régime moteur, ça permet de moins solliciter l'embrayage. D'accord. Alors le talon pointe, qu'est-ce que c'est? Alors je sais pas si on voit mes pieds, et puis en plus j'ai pas forcément les chaussures adaptées. L'idée c'est de dire qu'avec une partie de votre pied vous appuyez sur le frein, et avec l'autre vous venez appuyer sur la pédale d'accélérateur. L'intérêt c'est de monter le régime moteur au moment où on rétrograde. Ça évite de mettre, alors voilà, là typiquement, voilà, on sent la coupe. Ah oui, d'accord. Alors que si je le fais avec le talon pointe. Ok, ouais, c'est plus doux. Absolument. Ouais. Alors j'ai fait un faux talon pointe pour vous montrer. Je vais pas freiner parce que il y a des voitures derrière moi. non, mais on a compris le principe. Voilà. Ça c'est l'intérêt mécanique. Donc c'est pas un effet de style, c'est vraiment comme tu dis un intérêt mécanique. Absolument. C'est avant tout un intérêt mécanique et puis surtout, eh bien quand on vient chercher du pilotage, lorsqu'on va monter un peu le rythme de pilotage, particulièrement si on est sur des sols un peu qui manquent d'adhérence, donc mouillés, gras, etc. Et ben rétrograder à 7000 tours, ça va faire un coup de frein à main. Donc si on n'a pas au préalable monter le régime moteur, c'est un geste une fois maîtrisé et agréable à faire. Pas facile forcément de le faire, il faut avoir une expérience. Et tu me disais c'est pas forcément utile que pour le circuit. Dans la vie de tous les jours, ça préserve la mécanique. Ouais, c'est ça. Maintenant, effectivement, dans la vie de tous les jours, ça préserve tout ce qui est toutes les pièces qui vont être sollicitées au moment où on va rétrograder et lâcher l'embrayage. Donc l'embrayage, tout ce qui est cylindre bloc, etc. Voilà, il y a moins d'à-coups, il y a moins, et puis en plus, même dans le ressenti, c'est plus souple. Donc non. Donc il y a que des choses positives. Il n'y a que des choses positives. Le plus dur reste à le pratiquer. C'est vraiment en fonction des voitures. Alors ça, c'est une voiture qui est, je vais pas dire qu'elle est faite pour le talon pointe, mais la pédale d'accélérateur et de frein est proche. Ils sont proches, c'est ça le plus important. Alors, je vais essayer de voir un petit peu. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'avec une semelle, tu arrives à switcher en fait. Absolument. Absolument. C'est-à-dire que en fait, ça s'appelle talon pointe, mais en définitive, on a plutôt tendance à, avec une partie du pied, appuyer sur le frein et avec l'autre, appuyer sur l'accélérateur. Là, tu vois, si on se fait un freinage comme ça dans la zone. Voilà, avec une partie du pied, je freine. Avec l'autre, je viens rehausser le régime moteur. Tu réajustes le régime moteur pour avoir le bon rapport au passage de vitesse. Alors, il y a des voitures sur lesquelles c'est plus simple, il y a des voitures qui ont pas mal d'inertie. Donc le temps d'appui sur la pédale d'accélérateur pour remonter le régime n'est pas le même. Non, c'est très sympa, vraiment très sympa.